Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Allez, vos grands débats de l'été qui se lancent de 10h30 jusqu'à 13h. On est en direct avec vous. Un seul numéro à composer. Vous le connaissez, c'est le 0826 300 300. L'application Sud Radio et les réseaux sociaux où déjà vos sujets vous attendent pour avoir vos commentaires, vos réactions, vos votes aussi, parce que c'est votre avis qui nous intéresse. Vous le savez, Sud et votre radio. Dans la prochaine heure et demie qui s'annonce, le cinéma à partir de 11h30 est-il devenu une sortie de riche? Je vous demande ça parce qu'il y a eu une baisse de fréquentation assez conséquente depuis le début de l'année des salles de cinéma. Alors quoi? Est-ce que c'est trop cher aujourd'hui? On le voit, de nouvelles salles de cinéma, de nouveaux fauteuils, beaucoup de pop-corn, mais des prix qui font mal. Et forcément, faire une sortie en famille nous coûte excessivement cher. Est-ce seulement une question de prix ou tout simplement une question de goût? C'est-à-dire que vous trouvez que la plupart des films au cinéma, si ce n'est quelques blockbusters américains, ne sont plus au niveau de ce que vous aimez en France. C'est la fin de la 7e compagnie, des grandes comédies peut-être familiales, et ce n'est plus du tout ce qui vous donne envie de vous déplacer. Ou mieux encore, pour ce prix-là finalement, est-ce que c'est pas mieux de rester chez soi, de louer quelques films sur les plateformes de streaming qui sont disponibles partout? On vous posera la question et j'attends ici bien sûr vos commentaires. Est-ce que le cinéma est devenu une sortie de riche? 0826 300 300. Et puis dans une grosse demi-heure, le ministre de la Santé qui a tenu ses propos hier. Les Français, dit-il, ont un problème avec la vaccination. Pourquoi ce commentaire? Tout simplement parce que 20% seulement des soignants en France ont été vaccinés et sont vaccinés. Pour lui, c'est une anomalie dans le pays des Lumières. Ce n'est pas normal et les Français ont un problème avec la vaccination. Nous avons besoin, dit-il, de faire de la psychologie. Est-ce que vous trouvez ces propos totalement adéquats? Est-ce que c'est logique ou alors, au contraire, ça vous paraît totalement indigne, disons les mots même choquants venant de la part du ministre de la Justice en France? Vous n'êtes pas d'accord? 0826 300 300, application réseaux sociaux Sud Radio. Mais la question qu'on va se poser immédiatement, c'est l'assurance vie. Avez-vous peur pour votre argent? Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Pour aborder ces questions, nous allons en discuter ce matin autour de la table avec Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence de la note de com. Bonjour mon cher Arnaud. Bonjour. Avec une petite coupe d'été, mettez la vidéo parce qu'on est sur une attitude de beau gosse qui est assez indécente pour ceux qui mettent la vidéo. Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mency et vice-président de la région Île-de-France. Bonjour et merci d'être avec nous. William T, politologue, président et fondateur du think tank Le Millénaire, et Laurence Saillé, chroniqueuse politique et ancienne députée européenne LR. Bonjour. L'assurance vie, avez-vous peur pour votre argent? Et je vous demande votre avis, auditeur de Sud Radio, 0826 300 300, parce que c'est un chiffre record, c'est du jamais vu en France. Écoutez bien, 98 milliards de déposés sur les assurances vie. En réalité, sur les quelques derniers mois, si on prend les dépôts, les retraits sur les différents comptes d'assurance vie, on atteint la modique somme. Vous allez me dire, on a tout ça sur son compte en banque, mais près de 27 milliards. C'est du jamais vu dans l'histoire des taux de l'assurance vie. Et forcément, on peut lier ça au taux qui s'est abaissé concernant le livret A ces dernières semaines. Comment vous regardez ça autour de la table? Et vous, auditeurs, est-ce que vous faites partie justement de ces Français qui, parce qu'ils sont inquiets pour l'avenir ou pour l'état de l'économique de la France, ont préféré mettre un peu d'argent de côté? Arnaud Stéphane, comment vous regardez ça, vous? Est-ce que vous-même, vous avez mis un peu de flouze, comme on dit, de grisby sur l'assurance vie? Sous le matelas. Sous le matelas. Dans la lessiveuse, comme on faisait avant. Dans la lessiveuse. Non, je pense que ça marque plusieurs choses. Un, ça marque une perte de confiance peut-être dans l'économie réelle, et on essaye de sauver cet argent dont on a peur que peut-être qu'il soit pris d'une manière ou d'une autre, qu'il soit détourné de son but initial. Et puis la deuxième, c'est la peur de l'avenir. C'est-à-dire qu'on place de l'argent dans des véhicules très sûrs. Voilà, l'assurance vie, c'est pas non plus on place pas ça chez BlackRock avec des rendements à 15% quand même. Donc voilà, on se met à l'abri et c'est la preuve d'une peur de l'avenir, d'une recherche de sécurité. Et puis voilà, les Français sont les champions quand même de l'épargne, on le sait. Il y a plus de 6 000 milliards d'épargne en France. Ça fait très longtemps que les hommes politiques et les financiers aimeraient bien que ça soit routé vers d'autres produits et d'autres véhicules. C'est pas le cas. Les Français cherchent la sécurité, y compris avec des rendements assez bas. Le livret A, c'est 1 et quelques, je crois. C'est passé de 2,4 à 1,7. Oui, mais c'est parce que ça suit. Oui, par rapport à l'inflation, exactement. Donc c'est pas le placement de l'année, mais c'est un placement sûr.
Est-ce que vous aussi, dans vos placements, vous préférez la sécurité plutôt que le risque? Et en réalité, bien sûr que tout ce que vous pouvez mettre de côté dans le contexte économique que connaît la France, ça vous rassure. Un numéro 0826 300 300. Venez participer à la conversation. Laurence Saillet, chroniqueuse politique. Comment vous observez aussi ce phénomène? Vous comprenez? Ah oui, tout à fait, parce que l'incertitude économique et fiscale aujourd'hui est une réalité dans notre pays. Ça a commencé, je dirais, depuis longtemps, mais depuis septembre, où on a commencé le septembre dernier à batailler sur le budget, où on a menacé d'augmentation d'impôts. D'ailleurs, il y en a eu. Donc les Français ne savent pas trop, si vous voulez, à quelle sauce ils vont être mangés. Même depuis la censure, c'est venu ajouter de l'incertitude. Oui, tout à fait. Et puis là, à nouveau, il faut quand même comprendre que lorsqu'on dit qu'on va geler l'indice de barème sur l'impôt sur le revenu, ça veut dire que des Français qui ne payaient pas d'impôts vont en payer, et c'est souvent des Français qui font ce type d'épargne. Il faut comprendre aussi que cette incertitude économique et fiscale, c'est la même pour les entreprises. Donc les chefs d'entreprise, eux aussi, sont dans ce doute, et c'est dommage parce que c'est moins d'investissement, c'est moins de consommation, et donc c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire, parce qu'on épargne, et je le comprends tout à fait, on consomme moins, et quand on consomme moins, c'est moins de dynamique économique. Jean-Philippe Dugoin-Clément. Oui, mais on est dans un pays où on sent bien le poids de la certitude, des inquiétudes, et ça reste un placement qui est un placement entre guillemets sécure de bon père de famille. L'investissement dans la pierre a perdu de son intérêt. Ce qui était un des investissements classiques pour beaucoup de Français, c'est quelque chose aujourd'hui qui est assez peu rentable. Les investissements en bourse sont assez peu sécures, et les livrets A, LDD sont sur des niveaux extrêmement faibles. Après, c'est l'avantage d'avoir une volatilité et une épargne immédiatement disponible, mais ça reste quelque chose de rassurant dans un pays qui est inquiet pour l'avenir. Est-ce que aussi peut-être qu'il y a toujours eu un réflexe un peu plus casanier, et je dis pas ça avec une volonté négative derrière, mais chez les Français, on sait que c'est pas non plus les boss pour mettre en bourse ou pour avoir des placements à risque. Toutes les banques vous le disent d'ailleurs. Ça a toujours été d'ailleurs le livret A, la solution préférée des Français pour épargner. William Thié, comment vous regardez ça? Est-ce que vous comprenez, ou au contraire, il faut peut-être apprendre tout doucement aux Français à prendre leurs risques pour gagner un peu d'argent, investir en bourse, investir dans des fonds, investir dans du Made in France? C'est vrai qu'Arnaud Stéphane, ça, en réalité, on préfère se mettre une petite poire pour la soif, comme on dit. Oui, une petite poire pour la soif, mais il y a quand même toujours un paradoxe en France. C'est que quand vous regardez les investissements des Français, il y a beaucoup de crypto aussi. Ils ont acheté à un moment donné de la crypto. Il y a, je crois, 30% des gens qui font de l'épargne qui ont acheté à un moment donné des crypto-monnaies. Donc voilà, on est quand même dans le paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois on recherche des produits extrêmement sûrs, mais en même temps on cherche à un moment donné à investir dans quelque chose qui pourrait rapporter assez vite. C'est là le paradoxe. Ouais, et beaucoup. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont prêts après 100 euros. On voit le cours du Bitcoin aujourd'hui. Mais il y a une responsabilité aussi des politiques peut-être, et des politiques au niveau même économique et au plus haut niveau, c'est-à-dire peut-être de créer les véhicules adaptés. On parle de réindustrialisation, on parle de relance de la défense, etc. Ça a été pendant un temps, rappelez-vous, l'idée du ministre de l'économie de créer un placement pour investir dans l'économie de guerre. Exactement, ou ce qui s'est fait pendant longtemps. Il y a eu de très nombreuses levées de fonds pour la défense nationale par le passé, et quand on regarde quels étaient les taux, ils étaient plutôt très intéressants. Donc voilà, faisons peut-être des véhicules qui soient pas des véhicules totalement financiarisés, mais qui soient suffisamment sûrs, fléchés vers quelque chose qui soit positif et qui soit avec un rendement relativement intéressant. Quand on parle d'assurance vie, on pense aussi à ses enfants. C'est un réflexe, alors que l'assurance vie est un placement qui peut être débloqué à différents stades de la vie, c'est pas obligatoirement, mais c'est vrai qu'on peut avoir le réflexe quand on est parent de se dire j'ai une bonne assurance vie, s'il m'arrive quelque chose, mes enfants seront protégés. Et je pense que cette incertitude, effectivement, à quoi on pense quand on a peur pour son argent, on pense avant tout quand on en a à ses enfants. Donc ça montre aussi, si vous voulez, que l'incertitude est profonde. Ensuite, sur le fléchage de cette épargne, moi je pense qu'il faut foutre la paix aux Français, très clairement. En fait, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. On entend parfois des critiques, oui, il ferait mieux de consommer. Et ceux qui disent ça... C'était Pierre Moscovici notamment qui avait dit ce mot, rappelez-vous, mon cher Arnaud, vous étiez là, en disant peut-être que les Français épargnent trop, sous-entendu. Mais monsieur Moscovici, je pense qu'il peut rester tranquille jusqu'à la fin de ses jours, tout le monde est protégé, lui, sa famille et tous les siens. Il faut quand même penser que la majorité des Français ne sont pas dans cette situation. Ils ont envie de voir venir, parce que quand vous êtes à découvert, ça coûte très cher, et de pouvoir avoir de l'épargne, alors celle-là, elle est mobilisable un petit peu moins rapidement, mais elle est mobilisable quand même pour une assurance vie. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut
foutre la paix aux Français sur ces sujets. C'est leur argent, ils sont taxés à fond, ils payent des impôts à fond surtout. Donc maintenant, s'ils ont envie de faire ces placements, eh ben laissons-les faire. Et puis à Fouera, comme on dit maintenant, à la mode de chez nous, comme on dit. En réalité, il y a aussi une deuxième question, et c'est vous, Arnaud Stéphane, qui l'a souligné, c'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce que si l'État mettait à disposition peut-être certains dispositifs pour investir avec un rendement, est-ce que vous seriez prêt, vous, auditeurs par exemple, à investir si l'État était à l'origine de ces fonds, quand bien même très rentable pour l'économie guerre? Est-ce que vous seriez prêt à faire confiance à l'État pour fructifier votre argent? Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui vous fasse rêver quand on voit la situation du pays, mais c'est là où il faut prendre son risque. 0826 300 300. Bonjour Linda. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous, est-ce que vous avez blindé, comme on dit, votre assurance vie ces derniers mois, ces dernières semaines? Non, justement, j'ai fait l'inverse. Du coup, on a cassé l'assurance vie et voilà, on a débloqué l'argent. Vous avez débloqué l'argent pour le mettre sous le matelas ou... C'est un peu ça. Ah oui, c'est ça. C'est un peu ça. Non, on croit plus trop en ces placements au vu de la situation économique de la France. Je pense que peut-être que notre argent on le reverra pas. Ou je crois que dans les banques on est assuré à hauteur de 90 ou 100 000 euros grand maximum. Alors c'est pas tout le monde qui a autant d'argent ou autant d'épargne, mais en tout cas je ne crois pas qu'aujourd'hui mettre tous ces œufs dans le même panier ce soit une bonne chose. Je sais que dans mon entourage ou particulièrement pour ma part, c'est plutôt dans l'immobilier, que ce soit en France ou à l'étranger, on préfère investir ailleurs aussi. Et ensuite, pour rejoindre ce que vous disiez concernant de confier son épargne à l'État pour un réarmement de la France, je crois que personne n'y croit. Personne du vous jamais, Linda, vous auriez cassé une partie de votre assurance vie si Éric Lombard ou Sébastien Lecornu étaient venus vous voir en disant écoutez, pour réarmer le pays, on fait un petit rendement à 7%. Linda, est-ce que vous pourriez mettre 100, 150 Non, jamais. C'est 2,53. Bon, et permettez-moi d'être positif, pardon, Arnaud Stéphane, je vends du rêve à Linda. On est en train de conclure un contrat financier. Vous voyez? Non, Linda, par réflexe ou quoi, pas par instinct, vous auriez refusé de confier une petite partie, quand bien même le rendement aurait été intéressant? Personnellement, je fais partie de la classe moyenne et je suivrai jamais l'État. Je ne suivrai jamais l'État sur ce que j'ai. Potentiellement, c'est ce qui me restera pour ma retraite. Je ne suivrai jamais l'État. Je ne confierai jamais mon argent. J'en donne déjà suffisamment. Je ne confierai jamais pas un centime de plus à l'État. Voilà. Linda, une dernière question. Quand vous dites que vous avez cassé votre assurance vie, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de votre vie, bien sûr, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous en avez gardé un peu chez vous? Vous avez essayé peut-être de mettre d'autres placements, un peu de crypto-monnaie, un peu d'autres choses? Comment vous vous êtes débrouillé? Pas du tout de la crypto. C'est plus justement le conserver à la maison différemment, le garder pour des loisirs ou aussi quand on a besoin de dépannage, quoi. Oui, c'est ça. Tout ce qui est de tous les à côté du quotidien. De le sortir des radars de la banque en réalité. C'est un peu ça ce que vous nous dites aussi. Bien sûr. Exactement. Je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui et beaucoup le font. Merci beaucoup Linda de nous avoir appelé sur Sud Radio. Merci beaucoup. 0826 300 300. Dans un instant, on poursuit justement ce débat. Est-ce que avec ce montant record sur les assurances vie déposées ces derniers mois, on est à 98 milliards. Est-ce que Français et Françaises, comme disait l'autre, est-ce que vous avez peur pour votre argent ou est-ce que, tenez, si demain l'État était prêt à mettre à disposition un rendement important avec des dispositifs fiables, est-ce que vous seriez prêt à lui faire confiance à l'État pour faire fructifier votre argent? C'est aussi la question qu'on vous pose. 0826 300 300 et on revient dans un instant avec Arnaud Stéphane, Jean-Philippe Dugouin-Clément, William T et Laurence Taillé qui reprendra la parole parce qu'elle m'a fait un petit signe de la main et ça c'est quand même important. On revient dans quelques instants. À tout de suite sur Sud Radio. L'été, avant que certains partent en vacances, avant que vous retrouviez un autre programme durant le mois d'août ici sur Sud Radio, nous sommes toujours en compagnie d'Arnaud Stéphane, Jean-Philippe Dugouin-Clément, William T, Laurence Taillé pour cette question notamment. Est-ce que vous avez peur pour votre argent? On a entendu Linda à l'instant au 0826 300 300 qui assumait, qui disait mais c'est très simple, je ne fais pas du tout confiance à l'État ou en général aux banques. Donc ce que je préfère faire, on retire tout doucement de l'argent, quitte à le mettre un peu le sous matelas, mais au moins j'ai de la provision à portée de main. Et si demain on est dans une situation un peu catastrophique, Laurent Taillé, j'ai tout à portée de main. Peut-être que c'est ce que beaucoup de Français en réalité vont faire ou
font déjà? Alors je dirais que déjà c'est dangereux parce que garder beaucoup d'argent chez soi, quand on connaît le nombre de cambriolages qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est peut-être pas la meilleure méthode. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut pas non plus tomber dans la paranoïa ou dans une forme de complotisme. Je parle pas du tout de l'auditrice évidemment, mais je parle de manière générale, qui dirait que attention, si c'est l'État qui gère, ils vont nous absorber notre argent. Et si des produits bancaires sont proposés par l'État, et notamment j'aurais plus confiance en Monsieur Lecornu aujourd'hui qu'en notre ministre de l'économie, pour mieux le connaître. Si on propose, si vous voulez, un livret pour la défense, ce sont des placements qui sont sécurisés, et je trouve ça assez intéressant que, si vous voulez, cet argent soit investi pour défendre notre pays plutôt qu'investi dans d'autres domaines. Donc il faut, je crois, gardons raison, à la fois effectivement continuer à être confiant par rapport à des placements qui sont sécurisés. Il ne faut pas non plus se dire que notre argent va être volé par l'État, parce que ce serait une erreur. Et il faut aussi, de l'autre côté, que ceux qui donnent des leçons de morale aux Français se reconnectent un peu, je pense, à l'état de notre pays, à la crainte de nombreux foyers. Vous pensez qu'on fait encore la leçon de morale aux Français concernant leur argent? Insupportable. Non mais déjà, on vous taxe à mort dès que vous gagnez 1 euro, on vous taxe quand vous les gagnez, on vous taxe quand vous les transmettez à vos enfants, on vous taxe quand vous achetez, on vous taxe tout le temps, et en plus on vous devrait poser un jugement sur ce que vous faites, alors que tout simplement vous avez peur de demain et d'après-demain, et on peut le comprendre aisément. Ça c'est sûr, sur le fait d'être taxé. Et je me souviens en plus on se rappelle tous ici ces dernières semaines, le petit débat qui monte à chaque fois qu'on a des petites difficultés budgétaires sur aller chercher l'argent des Français, mobiliser l'épargne. Je pense à des personnalités comme Pierre Moscovici, comme Thierry Breton, qui disent mais de toute façon on n'a pas tellement à s'en faire, on ne sera pas la Grèce. Et pourquoi on ne sera pas la Grèce? Parce que les Français épargnent. S'ils épargnent, c'est ce que regarde le FMI, les agences bancaires internationales. C'est ça aussi, William T. On peut le regretter, mais les Français ont une telle épargne que visiblement, ça rassure les marchés internationaux. Oui, si la France a toujours une dette une notation de dette, qui est importante, c'est parce qu'en fait, la France a 2 atouts. C'est que les Français épargnent énormément et que la France est championne du monde dans une catégorie, c'est le recouvrement des impôts. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc qui nous sauve à chaque fois, c'est qu'on a une capacité à recouvrer les impôts qui est maximale. Et notamment, en fait, on peut se poser une question, c'est que si les augmentations d'impôts seraient signe de prospérité, la France serait synonyme de pays le plus riche du monde et le pays le plus prospère. Donc la question qui se pose, par contre, quand vous posez ça comme sujet, c'est la question de la taxation notamment des patrimoines. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un point qui est problématique en France, c'est qu'aujourd'hui, les Français épargnent peu et se tournent vers des épargnes qui sont défiscalisées comme le livret A, parce que la taxation du patrimoine est importante. La France est le pays qui taxe le plus, notamment la transmission de patrimoine, donc on impose même les gens sur la mort. On impose également les taxations sur les patrimoines immobiliers et certaines taxes sur les patrimoines dits immobiliers, donc les actions sont également taxées avec la flat tax à 33%. Donc en fait, comme on taxe énormément, je pense que les Français se tournent aussi vers ces produits qui sont un peu plus défiscalisés, qui sont un peu plus sûrs, et ils se disent pourquoi prendre des risques même si par cas vous réussissez à gagner de l'argent, vous serez taxé sur le fait de gagner de l'argent. Comme on n'encourage pas la réussite et comme on n'encourage pas les gens à gagner de l'argent, ils n'ont aucun intérêt à se tourner vers des produits qui sont en plus risqués. Les derniers débats et au 0826 300 300, il y avait eu beaucoup de réactions qui étaient sidérants. C'est le fameux prélèvement à la source. Ça devait fonctionner, ça devait lisser les situations. Et là, vous avez la majorité, je crois que c'est près de 13 millions des Français qui reçoivent une lettre en disant tiens, vous devez payer un reliquat de 1 900 €. Je pense à tous ceux qui sont actuellement en vacances, ou tous ceux, vous rigolez, donc là je pense qu'il y a eu quelques rattrapages. Jean-Philippe Dugan-Clément, vous voulez nous en parler? Non, mais je sens que les 4 mots, les 4 lettres fisc, là ont provoqué une bouffée d'angoisse. Non, mais je fais partie des gens heureux qui ont reçu un courrier où effectivement sur les 4 derniers mois de l'année, j'ai payé un petit peu plus que sur les 8 premiers. Vous faites partie des 13 autres millions. Oui, alors j'ai pas gagné plus cette année, mais enfin bon, ça fait partie des choses. Le fait de pouvoir contribuer, payer ses impôts, ça veut aussi dire qu'on gagne sa vie. Mais c'est vrai qu'il y a une illisibilité de l'impôt du fait du prélèvement à la source entre ce qui est payé en brut par l'employeur, qui est extrêmement éloigné de ce qui est touché en brut par le salarié. Ce qui reste en bout de course qui est gagné, il y a un effacement d'une certaine manière. Beaucoup de gens ne savent plus exactement qu'est-ce qu'ils payent, qu'est-ce qu'ils ne payent pas. Et en fait, ça crée une forme d'illisibilité. Alors c'est beaucoup plus pratique sur la déclaration d'impôt pour des gens qui sont salariés, mais c'est beaucoup moins lisible.
William T parlait tout à l'heure de notre capacité à recouvrir l'impôt, mais je pense que le consentement à l'impôt, si vous voulez, aura un jour ou l'autre ses limites. Pourquoi ? Les Français payent des impôts lourdement. On est quand même les champions du monde, mon frère. Prélèvement obligatoire. De prélèvement obligatoire dans sa globalité, mais les Français aimeraient savoir où va l'argent. Donc, où va l'argent quand on voit que les services publics ne fonctionnent pas vraiment bien ? Où va l'argent quand on voit qu'effectivement on ne réduit aucune dépense dans le budget prévisionnel, notamment sur l'immigration ? Où va l'argent quand on voit que l'État ne se serre pas suffisamment la ceinture ? Donc le prélèvement, le consentement à l'impôt aura, me semble-t-il, ses limites, d'autant plus que les classes moyennes inférieures qui vont basculer dans l'impôt si on fait vraiment l'année blanche, je vous disais tout à l'heure avec le gel du barème de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que vous avez des petits salaires, vous travaillez dur, vous avez des enfants, vous avez du mal à boucler vos fins de mois, vous n'étiez pas imposable et avec cette année blanche, vous allez le devenir. Donc attention à cette France silencieuse, cette France qui ne dit jamais rien, cette France qui ne manifeste pas, cette France qui travaille, qui nourrit ses enfants et qui galère et qui va tomber dans l'impôt. Moi je dis, si par ailleurs on n'arrive pas à démontrer que dans ce budget on va faire d'autres économies, il y aura un ras-le-bol et beaucoup de colère. 98 milliards d'euros déposés sur les assurances vie, c'est un record. Avez-vous peur pour votre argent ? C'est la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux. L'application Sud Radio, oui, quand même à plus de 86%. Paysan 47 par exemple qui nous dit on a un président qui devait faire 60 milliards d'économies par an. On regarde le bilan, plus de 7 ans après, il a fait 1100 milliards de dettes en plus. Il faut se protéger quand même de temps en temps de ces incompétences, de ces incompétents mortifères. C'est sûr que c'est la sensation qu'on peut avoir. On parlait de l'État qui pourrait à un moment gérer notre argent. Quand on voit l'état du pays, on n'a peut-être pas envie tout de suite de lui donner un billet. Avant de me tourner vers vous, Arnaud Stéphane, je me retourne vers Paul au 0826 300 300. Bonjour Paul. Oui, mais bonjour à tous. Merci beaucoup de nous appeler. Est-ce que vous faites partie des Français qui avaient mis quelques liasses de billets à l'abri de votre assurance vie ? Au contraire, vous avez tout retiré pour planquer sous le matelas, mon cher Paul ? Non, on épargne un peu parce que moi j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles, j'ai des petits-enfants parce que moi j'ai plus de 60 ans et c'est vrai qu'on veut pouvoir leur faire fenêtre et les mettre à l'abri en quelque sorte. Non, mais voilà, le commentaire que vous avez eu précédemment, c'est le mien. Donc voilà, 60 milliards de dettes, 1100 milliards de dettes au lieu de 60 milliards d'économies par an. En fait, je sais pas sur quelle planète ils vivent, nos hommes politiques, mais moi je suis chef d'entreprise, j'ai une exploitation agricole. Quand je dois des sous, où on comble les déficits en vendant du matériel, vendant des machins ou un travail en plus, mais on n'a pas possibilité de présenter des bilans avec du déficit permanent. Et là, l'État est drogué à la dette et ils sont incapables de faire un plan d'économie. S'ils font pas de plan d'économie, je pense qu'il va y avoir une révolte fiscale. Les gens vont se rebeller parce qu'ils en ont marre de payer pour que l'argent soit gaspillé, quoi. Mais Paul, quand vous dites par exemple que vous mettez un peu de côté pour vos enfants, c'est quoi c'est dans le but après de leur peut-être de leur donner un petit peu d'argent pour une première voiture, pour financer leurs études? Moi, elles sont propriétaires toutes les deux parce qu'elles travaillent depuis jeunes aussi. Ça, c'est une bonne éducation, Paul, vous avez raison. Ils galèrent. Aujourd'hui, il y a l'impôt à la source, c'est très bien, ça part, et après, ce qui reste pour vivre et se faire quelques plaisirs, c'est pas grand-chose. Donc, si on peut les aider à améliorer le quotidien, il faut le faire. Mais vous voyez, qu'est-ce qu'elles font vos filles, Paul? C'est pas indiscret, bien sûr. Une travaille dans la fonction publique et l'autre est ingénieur. Et même en étant ingénieur et dans la fonction publique, vous sentez que parfois les fins de mois sont un peu difficiles? Moi, ma fille, la petite, elle était sur Toulouse, elle payait 1100 € de loyer par mois. Vous imaginez? C'est considérable. À quel âge, Paul? À quel âge? À 24 ans. Donc du coup, ils ont préféré acheter la maison parce que ça leur coûte, l'appartement parce que ça leur coûte pas plus cher. Bah oui, bien sûr. Mais ça galère. Ça galère. Bien sûr. Mais ça, c'est le parler vrai. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous au 0826 300 300, de nous avoir partagé cette expérience. Bien sûr qu'on est obligé d'épargner, notamment pour aider de temps en temps ces enfants. Vous vous rendez compte, à Toulouse, vous nous écoutez nombreux, bien sûr, à Sud Radio, mais vous payez aussi visiblement des loyers très élevés. 0826 300 300. Vous êtes nombreux à réagir. Bonjour, Raphaël. Oui, bonjour Maxime. 98 milliards d'euros placés sur les assurances vie, c'est un record. Est-ce que vous avez peur pour votre argent, Raphaël? C'est la question qu'on vous pose. Est-ce que vous faites partie de ces Français, vous, qui avez mis de côté peut-être beaucoup plus que d'habitude ces derniers temps? Alors, peur, pas encore, mais effectivement, si la classe politique ne fait pas l'union sacrée pour effectivement économiser plus que 40 milliards et effectivement combler le déficit, là, je commencerai à avoir peur. Et je suis effectivement outré que les gens qui effectivement ne payent pas un impôt se plaignent éventuellement d'en payer s'il y avait une année blanche, parce qu'effectivement aujourd'hui, 48% des contribuables sont concernés
sanctionné par l'impôt sur le revenu. Donc effectivement, il y a une grosse injustice par rapport à ceux qui payent, qui ne demandent rien, à qui rien n'est versé, et ceux qui effectivement se plaignent, ne paient rien du tout et à qui tout est dû. Mais vous faites partie des Français, Raphaël, qui arrivaient à épargner un peu par mois ou qui, dès le début, peut-être par éducation ou par prudence, comme vous l'évoquiez au début, a pris l'habitude de mettre au maximum quelques centaines d'euros de côté par mois. Alors effectivement, par prudence, il faut comme on peut une épargne de précaution, une épargne effectivement de projet. Donc oui, tout à fait. Mais ça, c'est parce qu'effectivement, on ne consomme pas forcément autant qu'on le souhaiterait, là, effectivement. On n'a pas d'écran plat. Vous faites attention. Nous, on n'a pas de console de PlayStation, etc. Donc on fait très attention. On privilégie effectivement l'éducation des enfants en les inscrivant dans l'enseignement privé. Donc tout cela a un coût. Mais effectivement, non, chez nous, on privilégie effectivement les enseignements fondamentaux au détriment effectivement de superflu, enfin de loisirs superflus. Et vous misez tout sur l'essentiel. Bien sûr, on l'a bien compris, Raphaël. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300 300. Et je lis un dernier commentaire, tenez, pour clore un peu la conversation. Je lis Marie qui réagit sur les réseaux sociaux et qui nous dit: mais faire confiance à l'État pour placer de l'argent, j'espère que c'est une blague. Investir pour faire la guerre, encore moins. Je préfère garder mon argent pour moi. Voilà, ça, je crois que c'est un bon résumé de la discussion qu'on vient d'avoir. Dans un instant, autre conversation où j'espère que vous serez aussi nombreux à réagir au 0826 300 300. C'est les propos du ministre de la Santé qui font énormément réagir. Il pense, dit-il, que les Français ont un véritable problème avec la vaccination. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Bien sûr, ou au contraire, vous avez quand même de bonnes raisons de vous inquiéter de l'état de la vaccination en France quand on se rappelle du Covid. 0826 300 300, réseaux sociaux Sud Radio. Et vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. À tout de suite. D'obligation de vaccination dans les personnels hospitaliers. Donc voilà, il faudrait peut-être essayer d'avoir des doctrines, ou en tout cas être complètement lisible pour que les Français adhèrent totalement à ça. Mais encore une fois, c'est pas très gentil de la part du ministre parce que c'est pas vrai. C'est pas très gentil. Nous, le problème qu'on a, c'est qu'on met en place des exceptions parce qu'on a une tyrannie de la minorité. Ça veut dire qu'on considère que c'est parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui refusent de se vacciner, on met pas en place la vaccination obligatoire. Lorsque vous avez certaines personnes qui refusent notamment de mettre des règles qui sont communes, c'est eux qui vont décider. Et c'est ça le véritable problème en France, c'est qu'on n'est plus sur un système démocratique et sur un système majoritaire. C'est plus la majorité qui décide pour l'ensemble du pays. C'est plutôt des catégories récalcitrantes qui vont réussir à préserver des avantages ou justement se battre contre de règles communes. Et je pense que c'est plutôt ça qui pose problème lorsque le ministre de la Santé dit qu'on a un problème avec la vaccination. C'est plutôt certaines catégories ont un problème avec la vaccination, certaines catégories refusent de le rendre obligatoire, plutôt que l'ensemble de la population qui globalement respecte les règles, si par cas c'est bien expliqué. Le mot était tuberculose, vous m'excuserez. Donc c'est le vaccin contre la tuberculose. On habite en Ile-de-France, ou même dans le Nord, on a vu qu'il y avait des retours de tuberculose, notamment chez la CRS qui s'occupait de Calais. Donc on ferait bien plutôt d'obliger celui-là, par exemple. Ministre de la Santé, les Français ont-ils un problème avec la vaccination? Je cite, écoutez, et pour une fois, les votes sont quand même très partagés. Les Français, visiblement, ont un rapport complexé avec cette question. Oui à 47%, non à 53%. Maître Corbeau, par exemple, qui nous dit il y a juste une minorité d'irréductibles, irresponsables, dangereux, qui font malheureusement trop de bruit sur la question de ces vaccins. Ou Braise Ardente qui nous dit non, les Français ont juste un problème avec la coercition, la vaccination sous contrainte et parfois le chantage. Mon corps, mon choix. La confiance a été brisée en 2021 et ça va être très compliqué pour la restaurer. Laurence Saillet. Écoutez, mon corps, mon choix, pardon, mais la grippe, ça coûte très cher. Puisqu'on parle de frais de santé, ça tue des gens, pas des patients qui, eux, si vous voulez, sont beaucoup plus fragiles. Donc, il y a aussi une question de responsabilité. Se faire vacciner contre la grippe, c'est pas une agression qu'on impose. Mon corps, mon choix. D'accord. Alors, dans ces cas-là, si la personne a la grippe, qu'elle paye elle-même ses médicaments, puisqu'il faudra la soigner. Vous proposeriez, c'est-à-dire à partir du moment où on refuse, quand il y a des vaccins contre des maladies qui coûtent cher, à eux de prendre en charge dans ce cas-là. Je serais pas aussi radical, parce que je pense que ça demande de la nuance et que c'est pas la peine de braquer les uns contre les autres. On a souffert suffisamment, si vous voulez, des polémiques pendant la crise Covid. Je rappelle que pendant la crise Covid, les anti-vax, entre guillemets, qui étaient agités par certains politiques qui, je sais même pas si c'est des politiques d'ailleurs, on va pas les citer, ça va leur faire de la pub, étaient tombés dans une radicalité absolue. Donc on avait des mouvements avec des manifestants, si vous voulez, stimulés par des pro-russes. Faut pas oublier comme ça, comme par hasard, les anti-vax sont pro-russes en même temps et en même temps un tas de choses. Donc là, je sais que je vais me faire des amis sur Twitter vu leur violence habituelle. Moi, j'ai fait condamner 3 personnes
pendant la crise Covid, qui m'ont menacé de mort, qui voulaient saigner mes enfants. Pour la question du vaccin. Juste parce que je défendais le pass sanitaire, et dont une personne, si vous voulez, ça m'a beaucoup touchée, parce que c'est pour vous expliquer le contexte, c'est vraiment, je ne veux pas parler de moi, ça m'est égal, j'en ai pas parlé à l'époque, une femme avec une vie normale, qui s'était laissée totalement embringuer dans ces histoires de anti-vax, et qui était devenue d'une violence absolue, donc qui m'avait menacé moi, mes enfants, et qui avait basculé dans cette violence-là. Donc les anti-vax, on ne vous remercie pas, parce que ça veut dire que c'est aussi de la rougeole au Maroc, ça veut dire que 60 décès de méningite recensés en France, donc il faut revenir à la science, se faire vacciner, c'est pour protéger les autres, et puis ceux qui n'ont pas envie, ben voilà, ils ont qu'à payer leurs frais de santé. 0826 300 300, vous voulez réagir à ce qui se dit depuis le début. Vous êtes justement peut-être un fervent défenseur de la vaccination, ou au contraire vous y êtes réticent. Venez discuter avec nous autour de la table, et vous savez que Sud Radio est avec vous. Dans un instant, bien sûr, la réaction de Jean-Philippe Dugouin-Clément, qui n'a pas encore été écouté, et au standard 0826 300 300, je vois que les réactions sont nombreuses. On prendra bien sûr le temps d'échanger avec vous, parce que vous le savez, nous sommes comme ça, nous sommes généreux ici à Sud Radio. On revient dans quelques instants avec Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence de la note de com, Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mency et vice-président de la région Île-de-France, William T, politologue, président et fondateur du think tank Le Millénaire, et Laurence Saillé, chroniqueuse politique et ancienne députée européenne LR. Vous êtes bien sur Sud Radio, vous avez le programme. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Encore 3 quarts d'heure de débat autour de l'actualité du jour et ce qui nous occupe actuellement. Et là, on attend vos réflexions, vos commentaires, votre avis, bien sûr. C'est les propos du ministre de la Santé qui dit, je cite, que les Français vis-à-vis de la vaccination ont un problème. Et autour de la table, les avis étaient différents. Ça crée le débat. Jean-Philippe Dugouin-Clément, vous êtes le seul qui n'a pas encore pris la parole sur le sujet. Comment vous observez les critiques quand même vis-à-vis des Français et du ministre de la Santé? Est-ce que c'est justifié? Certains Français ont un problème avec la vaccination, pas tous les Français, mais on est dans un pays qui est celui qui a le plus vacciné, ce qui nous a permis quand même de faire disparaître des maladies qui tuaient, qui laissaient handicaper des milliers de personnes. On peut parler de la polio, on peut parler de la tuberculose, etc. Et on voit le recul de la vaccination, qu'il faut qu'aujourd'hui la tuberculose est une maladie qui revient. C'est plus obligatoire. Ça veut dire qu'on retiré dans les vaccins des enfants, bien sûr, par exemple. mais ça veut dire qu'on ne vaccine plus suffisamment par rapport à un certain nombre de maladies. Et moi, ce que je trouve assez inquiétant, c'est depuis 2020-2021 et la crise de la Covid, la vaccination contre la Covid, c'est la montée dans l'opinion dans un certain nombre de réseaux, dans un certain nombre de cercles, des anti-vax, des conspirationnistes qui viennent remettre en cause l'intérêt médical du vaccin. Au fond, la question, c'est est-ce qu'on fait confiance à la science? Est-ce qu'on fait confiance aux scientifiques, aux médecins? Ou est-ce qu'on fait confiance à des personnes qui certainement sont éclairées, qu'on retrouve généralement beaucoup plus sur l'extrême droite ou l'extrême gauche de l'échiquier politique, parfois sur un certain nombre de personnes, on va pas les faire de pub, mais quand on voit des anciens chanteurs qui vont chanter en Russie des chansonnettes à la gloire de Poutine et qui expliquent comment il faut se soigner, ça peut laisser, on peut le dire. Vous le citez, mais ça peut laisser sceptique. Et moi, je pense qu'on a besoin dans ce pays de remettre de la raison, de ramener de la confiance sur la science, sur la médecine, et qu'il faut avoir des campagnes extrêmement fortes pour expliquer pourquoi il faut se vacciner. Je trouve tous autour de la table quand même un peu délicat, mais j'aimerais qu'on revienne sur ça. Le rapport à la confiance, quand même, le rapport à la science. On le voit sur le débat, même la loi du plomb, il suffit de mettre pour qu'on ait tout d'un coup 2 millions de pseudo-scientifiques experts de ce que sont les produits phytosanitaires. Tout le monde devient scientifique. Non, moi je suis pas scientifique. Les gens autour de ce plateau sont pas scientifiques. Les auditeurs sont pas scientifiques. Est-ce qu'on fait confiance à un moment ou à un autre aux personnes dont c'est le métier? Et moi je vais vous dire, je comprends le ministre de la Santé quand il dit que dans le pays des Lumières et de la science et de Pasteur, moi je trouve qu'on a bien sûr un problème avec la vaccination en France. Ça ne devrait pas poser autant de questions, qu'il y ait une minorité, d'accord, mais je trouve quand même que le doute a réussi à aller dans différentes couches de la société qui n'étaient peut-être pas si propices, si vous voulez, que ça à certaines rumeurs. Est-ce que c'est du complotisme? Mais même au simple doute par rapport à la science, je trouve qu'on s'est totalement écarté de ça. Par rapport à la science, non, mais c'est la force. Par rapport à la science, ça dépend. On
peut pas avoir. Non, mais c'est la force. On peut pas avoir par rapport à la science. Bah heureusement que si. Non, mais ça n'a rien à voir. Sinon, les scientifiques eux-mêmes ne feraient pas de recherche. Mais non, il y a une différence. Est-ce que le doute participe à l'avancement de la science? Oui. Que les Français aient une telle réticence et de tels doutes vis-à-vis de la parole scientifique, oui, pardon, ça me pose un problème. Et je vois pas en quoi c'est gênant. Bah oui, c'est pour ça que tout le monde fait un deuxième avis maintenant, parce que il y a pas exagérer. Ils estiment que c'est un bras cassé. Et les chiffres sur les grandes études, etc. Je dis pas que l'erreur n'existe pas, mais je dis que le doute presque par principe qu'on a maintenant est gênant. Les personnes âgées, ils vont tous voir 2 médecins. C'est bien qu'ils estiment qu'il y en a un des deux qui a un bras cassé. Non, mais ça, c'est pas le doute par rapport à la science, c'est le doute par rapport au diagnostic. Donc c'est encore un autre degré. C'est pas du tout la même chose. La science, si vous voulez, c'est des choses qui sont établies et prouvées à un instant T. Que les personnes aient des doutes quand elles connaissent le sujet, à la rigueur, et heureusement, c'est ce qui fait le débat. Mais que monsieur, madame, tout le monde remette en cause des études scientifiques prouvées avec des tests, si tout le monde se met à ça, dans ces cas-là, arrêtons tout. Ne mettons plus les médecins, autorisez les gens à mettre une plaque dans la rue, et puis dites-leur qu'ils peuvent être médecins aussi. Mais moi, je pense que le rôle de l'État aujourd'hui, c'est d'informer et d'informer mieux. Parce que c'est aussi un petit peu de désinformation. C'est-à-dire que de mauvaises informations avec le fléau des réseaux sociaux, mais aussi un manque d'information, je dirais plutôt. C'est-à-dire que vous vous dites, tiens, est-ce que c'est vraiment important de se vacciner contre la grippe? Pourquoi? Faisons des vraies campagnes où on explique pourquoi c'est important de protéger les autres qui sont plus fragiles. Parlons simplement aux Français. On dirait que, si vous voulez, ça n'existe plus cette manière de s'adresser simplement aux Français sans leur donner des leçons, mais juste en étalant des états, des faits, c'est-à-dire le vaccin contre la grippe est important parce qu'on protège les autres. Voilà une manière simple de dire les choses qui permettrait à certains de se dire oui, c'est vrai, je vais quand même le faire cette année. Communique encore trop mal. Simplement, j'y avais pas pensé, je savais pas si c'était accessible, je savais pas si c'était remboursé, je savais pas où je pouvais le faire, parce que c'est un peu tout ça. Quand vous avez assez de tracas au quotidien, vous n'êtes pas fixé spécifiquement sur le sujet du vaccin. William T. Je pense que le sujet essentiel, c'est qu'on est une société de défiance. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez, la plupart des gens n'ont pas confiance, même en son voisin, ou même à l'ensemble des points. Est-ce qu'il y a la confiance des Français envers les pouvoirs publics sont importants? Donc même si les pouvoirs publics mènent une campagne d'information, est-ce qu'ils vont être écoutés? Hormis le seul pouvoir qu'a les pouvoirs publics, c'est le pouvoir de coercition et de contrainte. Donc lorsqu'il n'utilise pas son pouvoir de coercition et de contrainte, mais qui cherche à convaincre, je ne sais pas si vous allez écouter le ministre de la Santé, le Premier ministre ou le président de la République pour l'écouter. Il y a également un problème des Français par rapport à la qualité de l'information. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Français sont défiants de plus en plus vers les médias d'information dits traditionnels et se tournent davantage vers les réseaux sociaux ou nouvelles sources d'information. Et après, il y a un dernier point que vous évoquez, c'est la question de la confiance par rapport aux scientifiques. C'est que trop de scientifiques se sont exprimés pendant la période du Covid sans avoir de certitude ou de vérité absolue. Et lorsqu'ils ont été contredits, parce qu'une vérité scientifique peut être vraie à un moment T et être différente à un moment T plus 1, ça a jeté un discrédit et un doute sur la capacité des scientifiques à pouvoir dire et à pouvoir proscrire la vérité. Et petit à petit, en fait, vous avez créé et alimenté des gens qui déjà étaient un peu marginaux et qui en plus se sont confortés en disant telle personne ou telle personne se sont trompés à plusieurs moments. Jean-Philippe Dugoin-Clément. Oui, il y a quand même un vrai sujet, c'est effectivement, vous le disiez, les Français, les gens, c'est pas spécifique à la France, vont chercher l'information aujourd'hui sur la toile, pas uniquement sur les médias. Et on a aujourd'hui un big data qui est totalement incontrôlé, où on trouve absolument tout et n'importe quoi. On trouve des éléments importants comme les pires éléments de désinformation. Et vous le disiez, l'État n'a pour lui que l'obligation ou la contrainte. Enfin, il y a quand même quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, on laisse des messages, des discours qui sont des discours dangereux, mortifères, mortels potentiellement, quand on parle de santé ou quand on parle de médecine, se développer sur les réseaux sociaux de manière totalement incontrôlée. Je pense que il y a une évolution du monde dans l'espace de 5 ou 6 ans qui a été énorme sur l'information, sur la data, mais on doit se poser un moment ou un autre la question, jusqu'où est-ce qu'on peut laisser aller, jusqu'où est-ce qu'on peut accepter d'avoir des discours qui peuvent être dangereux collectivement. Bien sûr. Stéphane. Moi, j'ai juste vous livrer une interrogation que j'ai, par exemple. J'ai 54 ans, j'ai été vacciné, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai fait mon service militaire en plus, donc on m'a mis des trucs qui sont pas dans le manuel à l'époque. Ça nous laissait 48 heures complètement cassés en deux à l'armée. Un jour, j'aimerais bien savoir d'ailleurs ce qu'ils nous avaient foutu. Vous ne voulez pas savoir. Parce que j'ai été vacciné dans ma vie, mais je suis jamais resté 48 heures au lit comme ça, comme à l'armée. Donc bon, bref. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai aucun système d'alerte pour me dire que je sais pas où j'en suis sur mes vaccins. Je n'ai aucun système de rappel me disant, au fait, Vous allez chez le médecin normalement, non? On jette un petit regard à votre carnet de santé, on vous dit. Mais pourquoi d'accord. Et pourquoi j'ai pas mon truc en me disant, attention, dans 6 mois, n'oubliez pas le tétanos, vous n'êtes plus à jour. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi on n'a pas ça?
Ah ben j'aimerais bien savoir pourquoi. Mais alors je vais vous le dire, parce que le jour où le ministre de la Santé dira qu'on va faire une application où tous les Français vont donner leurs données de santé, non, on va faire une application où on va rentrer nos données de santé, on aura des manifestations, on aura la CNIL, le Conseil d'État. Non, pas à ce point. Regardez le pass vaccinal, ce que ça a provoqué, on va dire, surtout pas, l'État va venir regarder nos données de santé. Vous avez un carnet de santé numérique où tous les médicaments et tous vos traitements sont mis en. Mais il n'est pas sur une appli. Hein. Il n'est pas sur une appli. Il est sur un site. Vous pourriez avoir un mail de truc en disant veuillez consulter votre truc, vous avez un vaccin en retard. Mais alors je prends le pari avec vous d'un excellent restaurant, mon cher Arnaud Stéphane, où je vous assure. Mais si vous voulez, je pense que c'est un peu mieux. Un peu mieux que la Milouis. C'est pas grave. J'ai un petit ami, Alain Ducasse. Je sais pas si vous connaissez. L'Ambroisie aussi. Non, plus sérieusement, sur ce sujet où je suis persuadé que si à un moment on vient mettre ce débat autour de la table, d'avoir un rappel via une application, un site, un mail, il y aura dans la foulée articles, mails, pétitions, interpellations sur le sujet. Demandez pas aux gens qui déjà oublient de remplir le 8e document administratif, la 20e déclaration sur Internet, de penser qu'ils sont en retard de 6 mois sur le terrain. Vous avez raison sur le fond, mais sur la mise en œuvre, je crois qu'on va se heurter. J'en suis moi, tiens. En l'occurrence, on parle du vaccin contre la grippe, donc chacun peut aussi se poser la question. Mais moi, je condamne pas les gens qui n'y pensent pas ou qui pensent pas que ce soit essentiel. Hein. Faut pas non plus tomber dans cette agressivité. Maintenant, des soignants, des personnes qui sont au contact de personnes fragiles, oui, les exigences sont autres. Je vois qu'il y a un débat pour les EHPAD sur la vaccination obligatoire. Voilà, sur la vaccination, apparemment 80% des personnes dans les EHPAD sont vaccinées, ce qui est quand même un beau record. Oui, ce qui est pas mal du tout. Donc après, est-ce que c'est pas plus, si vous voulez, de la même façon, plus d'informations, plus de mobilisation au sein des EHPAD plutôt que l'obligation, parce que ça a laissé des traces, c'est vrai, toute cette période du Covid, et je pense qu'il faut réussir à convaincre, parfois obliger, oui, quand c'est nécessaire, mais convaincre, c'est bien aussi. Après la vaccination, autre débat beaucoup plus léger, quoique là il y a des applications sur ce phénomène. Le cinéma, vous avez votre petite appli. Vous avez votre petite appli, bien sûr. Cinéma. Est-ce que le grand écran désormais est devenu une sortie pour les riches? C'est la question qu'on vous pose, parce que baisse de fréquentation des cinémas, c'est même les personnes les plus âgées qui avant étaient une constante sur les films, sont en train de venir de moins en moins dans les fameuses salles noires pour savourer un film. C'est une exception européenne quand on regarde les pays autour de nous, que ce soit le Royaume-Uni ou bien sûr même ce qui se passe aux États-Unis avec des films français qui marchent de moins en moins aussi. Alors est-ce que c'est ça le sujet, ou est-ce que tout simplement ils sont super bons, hein. Oh là là. Ben voilà, vous avez le tour du débat. Vous êtes sur Sud Radio. On revient dans un instant avec ce débat, et justement aussi sur ce thème-là, j'aimerais votre avis. 0826 300 300, réseaux sociaux, applications, vous connaissez le programme, et on revient dans une poignée de secondes. À tout de suite. Dernière ligne droite de vos grands débats de l'été, toujours en direct sur Sud Radio avec le numéro que vous connaissez, 0826 300 300, et ce sujet qui vous concerne, auditeurs, cinéma. Est-ce que les sorties sur grand écran sont devenues des sorties de riches? On vous pose la question parce que baisse de fréquentation des cinémas sur les 6 derniers mois de l'année, 74 millions d'entrées depuis janvier, c'est une baisse de 12%. Quand on regarde par exemple le Royaume-Uni, plus 20% les derniers mois, plus 21% aux États-Unis, et on est loin quand même des grands films populaires qui ont marqué peut-être la fin d'année dernière. On pense au Comte de Monte Cristo, au film de Artus, un petit truc en plus, et on constate même une baisse de la fréquentation chez les seniors, qui a porté pourtant un volume constant dans les salles de cinéma sur la plupart des séances, tandis que les 15-49 ans se maintiennent plus ou moins dans la fréquentation des cinémas. Comment vous observez ces chiffres? Est-ce que c'est-à-dire que la production française, et je me tourne vers vous Arnaud Stéphane, parce que vous sembliez emballé par les acteurs de la nouvelle génération, sont devenus vraiment, disons-le, des daubes qu'on n'a pas du tout envie d'aller voir au cinéma, ou au contraire c'est peut-être juste une question de prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on va dans une salle de cinéma, c'est quasiment le prix d'un restaurant, il suffit qu'on y aille avec ses enfants, et c'est horrible. Tout est toujours multifactoriel. Vous avez le prix des entrées, c'est 15, 17 euros si vous voulez aller. Si vous avez une réduction. Écoutez, regardez, je vais aller sur l'application Pâté pendant que vous parlez, je vais vous donner 17 euros le pâté à Paris, je sais pas où vous allez, mais c'est peut-être au ciné-club du coin, mais un pâté, un multiplex, c'est entre 15 et 17 euros. Et en plus, si vous allez en 4DX, vous payez 20 et quelques euros. Voilà, c'est ça, c'est le prix d'une entrée de cinéma. Donc déjà, vous y allez, ça coûte un petit peu d'argent.
Le côté multifactoriel, c'est quoi ? Vous avez le prix. Vous avez les films les films français, c'est pas terrible ces dernières années. On voit le nombre, il y a eu des sites qui ont été très bien faits d'ailleurs. On voyait le nombre de films français qui avaient été produits avec des films à message, des films importants, des films nécessaires, des films coup de poing. Et il y avait 400 spectateurs dans les salles, il y avait 300 spectateurs dans les salles. Personne ne va les voir parce que ce sont des daubes woke ou idéologisés. Et puis enfin, il y a ce qui se passe dans les salles. C'est devenu l'enfer d'aller au cinéma dans les salles. Les gens parlent, les gens allument leur téléphone. Vous avez le mec à côté, il est devant vous, il a son écran. Et comme ça, qui vous met de la lumière. Vous êtes en plein dans une scène importante et tout. Tac. Et le mec, il est là, oh d'accord. Ou alors il parle, etc. pendant les films. Et c'est pour ça que les gens n'ont plus. Mais c'est devenu l'enfer. Alors que c'est devenu l'enfer. Comment vous faites au cinéma voir, Stéphane ? Vous arrivez, vous vous taisez, vous prenez pas de trucs à manger ? J'y vais en plein après-midi. Ah oui. Voilà. Moi, je fais le matin. Première séance à 10h30. Ceux qui ont ce luxe-là très tôt le matin, c'est un bonheur absolu. Et donc tous les mecs en survêt sont pas là. Laurent Saillet. Alors je vais amener un petit peu de modération quand même, parce que là je crois qu'on est un petit peu dans l'excès. Alors c'est vrai que c'est cher. Non mais si vous me permettez. Déjà que vous n'êtes pas d'accord sur le prix, vous êtes planté. Donc déjà, pas d'excès, mais vous aimez bien faire les questions, les réponses. C'est même mon métier. C'est pour ça que le cinéma c'est pas bon pour vous, parce qu'à mon avis, ce qui vous ennuie, c'est que vous pouvez peut-être pas parler là-bas. Mais il fait les doublages à nos efforts de certains films. Parce qu'en fait, vous pouvez pas répondre à l'acteur. C'est ça votre problème. Non, pas du tout. Mais j'aimerais qu'il soit bon. Non, c'est le problème. Non, mais je pense que déjà il y a un changement d'habitude. Alors c'est cher, ça c'est clair. Pour de nombreuses familles, il faut pas se voiler la face. Néanmoins, il y a aussi un changement d'habitude. On a des plateformes maintenant, si vous voulez, où les gens sont accros. Netflix, notamment, Amazon Prime, ça change un peu les habitudes. Maintenant, on peut se dire, tiens, on va se regarder un film, tiens, on va se regarder à la maison, on va regarder une série. Donc, il y a aussi un changement de comportement. Et c'est dommage, d'ailleurs, je pense. Je ne parle pas des difficultés financières que peuvent avoir certaines familles et qui, malheureusement, aimeraient y aller. Mais il y a aussi, parfois, si vous voulez, des parents qui ont peut-être moins envie de bouger pour leurs enfants, qui c'est plus facile de dire, tiens, oui, on reste à la maison, je t'allume Netflix plutôt que je t'amène au cinéma. Ça fait partie aussi des choses qu'on observe, et ça, c'est bien dommage. Maintenant, le fait que les gens se comportent mal au cinéma, oui, c'est vrai, souvent, et c'est assez insupportable. Il y a les téléphones maintenant. Et puis les gens qui saccagent, c'est insupportable. Et les gens qui saccagent les cinémas, c'est-à-dire ils repartent, vous avez tout, des papiers, des pop-corn. C'est vrai que c'est assez énervant. La qualité des films, oui, ça se discute, il y a quand même de belles choses. C'est quoi le dernier grand film français que vous êtes allé voir, Laurent Saillet ? Moi, je regarde que les dessins animés avec ma fille, je l'amène voir les dessins animés. D'accord. Voilà. Donc je trouve ça chouette. Donc des films, des dessins animés, oui, d'accord. Très bien, je me rappelle plus du dernier, mais c'était il y a pas très longtemps. Mais c'était, j'ai trouvé que cartonné récemment. Voilà, c'est assez génial. Mais c'est pas très. Non, moi c'est les bonhommes jaunes là, comment ça s'appelle ? Ah, les mignons. Voilà. Oui, bien sûr. Les mignons. D'accord. Voilà, mais j'ai trouvé ça formidable, magnifique. Et puis effectivement, je lui ai expliqué que évidemment on mettait pas de popcorn par terre et qu'il fallait respecter un peu les gens dans la salle. Les agents de propreté dans les cinémas, c'est un métier après la sortie de certaines séances. Exactement. Jean-Philippe Dugoin-Clément, est-ce qu'on a un joli cinéma, Mency ? Oui. Puis moi, je vous conseille d'aller là plutôt que d'aller dans des multiplex. Le facteur sortie, actualité, je le mettrai un peu de côté, parce qu'il y a toujours eu des années avec des blockbusters, des films français ou étrangers qui marchent très bien, et des années un peu en dedans. Il n'y a pas eu de très grands films populaires français cette année, mais enfin, quand on prend sur les années précédentes, un petit truc en plus, Les Trois Mousquetaires, Monte Cristo, on a eu quelques films français qui ont très bien marché, puis les entrées au cinéma, c'est pas que les films français, c'est aussi les films étrangers. Par contre, le facteur prix, il est majeur aujourd'hui. Vous voyez, je me suis amusé à regarder, à comparer les prix entre un petit multiplex 6 salles sur Mency et le grand multiplex à Pathé, à Carré-Sénard, à côté. Si vous êtes une famille avec 2 enfants de moins de 14 ans, la soirée au cinéma, c'est plus de 50 €. C'est 50 € quand vous rajoutez le popcorn, le truc, etc. Vous êtes à plus de 50 € à Carré-Sénard. Si vous allez à Mency, vous serez à 35 €, ce qui reste cher. Mais se dire que pour une soirée cinéma, emmener ses enfants avec des tarifs réduits, c'est entre 35 à 50 €, hors popcorn, hors gâteau, hors truc, hors glace, effectivement, c'est quelque chose qui est cher. 50 € si vous comparez à Netflix ou à Amazon, effectivement, vous êtes quasiment à 4-5 mois d'abonnement selon la typologie d'abonnement que vous avez. Et moi, je pense qu'il y a un problème majeur de prix. Le pouvoir d'achat des Français a été extrêmement
extrêmement réduit. On en parlait au début de l'émission avec les questions de placement, d'assurance vie, etc. Il y a une inquiétude globalement. Les gens font attention parce qu'ils y sont aussi contraints et le cinéma est devenu quelque chose de cher. Et par rapport au cinéma qui est cher, la question vous est posée évidemment sur les réseaux sociaux et l'application Sud Radio. Cinéma, le grand écran est-il devenu une sortie de riche? Oui, à plus de 83%, non 17%. Cédric qui fait des remarques très drôles, je me permets de vous la lire à l'antenne. C'est surtout un cumul de daubes. Camping machin, V3 Lachaud et ses copains, Bourdon qui essaie de nous faire marrer, les Lelouch, le père, les cousins, bref, tous ceux qui s'appellent pareil mais c'est pas la même famille. À quand le dernier grand film? C'est ça aussi le problème avec le cinéma aujourd'hui. Ça c'est pas faux. Dalida qui nous dit aussi, moi j'ai un écran de 2 mètres, ça a été mon plaisir personnel. Pas besoin d'aller au cinéma, surtout pour entendre des gros mots parler à côté, ça c'est sûr. Et Volcar aussi qui nous dit le problème est que le cinéma français ne produit plus que de la disons de la daube, c'est une industrie de blanchiment du pognon public et ça c'est inacceptable quand on voit la qualité des films projetés à l'antenne. Bonjour William. Oui, bonjour. 0826 300 300. Vous avez décidé de nous appeler parce que quoi? Parce que le cinéma est trop cher et trop nul. C'est quoi votre avis sur ça? Non, alors je suis pas aussi l'avis aussi tranché. Moi j'y vais en gros, j'y vais une fois par mois. J'y vais avec mon fils parce que on n'est que 2, donc financièrement c'est quelque chose qui peut se prévoir dans un budget. Et vous arrivez à 2, c'est quoi? Excusez-moi William, je vais être un peu indiscret à nouveau, mais c'est quoi? C'est une grande marque? Vous avez un Pathé, un Gaumont, quelque chose comme ça quand vous y allez? Oui, c'est les gros CGR, donc on est là-dessus. Ouais. Moi, je suis à 12,50 € la place adulte, mais une fois de plus, à 2, c'est quand même quelque chose qui est réalisable. Maintenant, ce que je remarque dans le cinéma, c'est qu'on est sur la même dynamique de ce qu'on va trouver sur les réseaux sociaux, sur les TikTok, sur les influenceurs. C'est-à-dire qu'on fait du volume. Il faut que des films sortent. Il faut que ça sorte régulièrement, donc la qualité baisse forcément. En revanche, si un influenceur fait des vidéos qui ne m'intéressent pas sur Instagram, c'est pas grave parce que c'est gratuit. À la limite, il me doit 3 minutes de mon temps. Là, il y a cette notion financière qui est un peu embêtante. Et puis, le prix augmente, c'est une chose, mais c'est-à-dire que le public, maintenant, avec le prix qu'emporte le cinéma, les tarifs élevés, est en droit d'avoir des attentes de plus en plus élevées. Alors déjà, les gens, partout dans la rue, on a des attentes élevées pour pas grand-chose. Mais là, à partir du moment où on paye, ça devient quand même justifié. Et puis, moi, le cinéma, maintenant, il me sert un peu de maître étalon. Lorsque je vais faire une autre activité, notamment je suis allé voir des courses de chevaux samedi dernier, ça m'a coûté 6 €. À force d'écouter Jean-Paul Desperrier, ça mon cher William. J'y allais depuis petit, ça fait des années que j'étais pas allé, et puis je suis arrivé à l'accueil, je paye 6 €. J'ai payé 6 €. Voilà, pour faire 13h30, 19h, bien évidemment que derrière vont s'ajouter les boissons, le café, le sandwich dans l'après-midi si on veut, mais on est toujours dans des données raisonnables et c'est vrai que le tarif d'une place de cinéma, moi je commence un peu à l'utiliser quand je compare une autre activité. Je me dis là je vais payer 15 € ou 20 €, oui mais je fais la journée. Oui, et puis surtout, vous êtes en plein air, vous avez la paix, vous voyez des chevaux, c'est une activité que vous ne faites pas non plus tous les jours, alors que le cinéma, en effet, ça devient très cher et en effet, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, mon cher William. Mais c'est une activité, nous, qui nous plaît, parce que nous, on aime ce principe, on va acheter des petits pop-corn avant. Ouais. Vous savez, dans les cinémas, il y a toujours... Vous en avez pour 25-30 €, c'est ça à 2 ? William, oui, ça va vite. Oui, 30 €, on y est, parce que vous savez ce que c'est. Oui, les pop-corn, la boisson. Pour attendre, la salle d'arcade, comme quand on était gamin, on est heureux de montrer aux petits, regarde, moi j'avais déjà ça en époque, on fait 3 parties, on a mis 6 € plus. Donc, il faut oublier le côté financier. Par contre, c'est vrai que, on augmente le prix, on sait qu'on va dépenser, mais derrière, on a en droit de demander une qualité. Je trouve qu'au niveau des films, adultes, bien sûr, les grosses productions américaines qui sont là et qui nous permettent de voir des films agréables, c'est surtout au niveau des films enfants que je vois une différence, où on a l'impression que chaque grosse maison de production veut concurrencer l'autre, dégainer avant, donc il faut que le film sorte vite, et là la qualité est relativement baissée. Il y a 9 histoires sur 10 qui sont les mêmes dans les films d'animation. Vous avez un petit garçon, une petite fille qui Laurence Saillé est déçue. Laurence Saillé, qui est une spectatrice attentive de beaucoup de dessins animés avec ses enfants, là elle a dit non, je ne suis pas d'accord avec vous William, mais c'est un sujet, donc on fera une autre émission là-dessus. Justice pour les mignons. Justice pour les mignons, mince. Merci beaucoup en tout cas William d'avoir appelé le 0826 300 300. Et c'est vrai que c'est aussi, mine de rien, un sujet très rapidement dans le budget. Il suffit qu'on soit avec des enfants, on peut rien refuser aux enfants, donc c'est le paquet de pop-corn, c'est le paquet de bonbons, c'est la petite attraction en attendant le cinéma, si vous êtes dans des immenses halles au moment entre le début du film et le moment où vous arrivez. Et peut-être aussi un moment, c'est vrai, la qualité. Peut-être faut-il réapprendre aux Français qu'il est beaucoup mieux de profiter d'un film dans un village avec la salle qui a une histoire, plutôt que de se retrouver dans un immense Pathé ou CGR où en effet c'est devenu quand même des petits studios de cinéma à eux seuls. Et puis c'est beaucoup plus cher, mais dans ce que disait votre auditeur, quelque chose d'extrêmement important, il disait je prévois.
je prévois pour aller au cinéma. Et donc, le facteur coût, c'est bien devenu quelque chose qui n'est pas aujourd'hui évident. C'est comme pour beaucoup de gens, de pouvoir aller au restaurant avec leurs conjoints ou leurs enfants. C'est quelque chose qui se prévoit. Et donc, à partir du moment où on prévoit, on fait des choix. William T. Moi, je pense que la question du coût est certes importante, mais c'est surtout en rapport avec la qualité des films. Ça a été rappelé, c'est vous qui l'avez rappelé, l'année dernière, on a un niveau de fréquentation qui était niveau avant Covid. Pourquoi ? Parce qu'on avait des productions comme Le Comte de Monte Cristo. Aujourd'hui, demander à une famille française de venir payer un certain montant entre 30 et 50 euros pour venir voir des films wokistes auxquels vous recevez des leçons de morale. Pourquoi est-ce que les Français devraient venir aller au cinéma pour recevoir des leçons de morale ? Moi, je pense que c'est l'essentiel. Si vous avez une production qui est bonne, c'est ça. C'est-à-dire que vous en avez marre de l'histoire, de base. Moi, c'est simple. Moi, j'y allais régulièrement. J'avais mon petit abonnement où vous achetez plusieurs cartes d'un coup pour avoir une réduction. Et en fait, il n'y a pas de film à regarder. En fait, c'est ça le problème essentiel pour cette année. Il n'y a pas assez de films intéressants à les regarder. Et les seuls films qui a réussi à sauver la mise au cinéma français, enfin, ou pour les cinémas, c'était les films américains. Mais les films américains deviennent de plus en plus idéologisés. Il y a quelques films français, on l'a dit, qui ont cartonné. Voilà, vous me demandiez ce que j'avais été voir. Ça me revient, mais pas autant. Mais lorsque, par exemple, vous demandez à des Français de revoir Blanche-Neige, mais que elle est plus blanche et qu'il n'y a plus cette nain, ça pose problème. Lorsque vous avez des films de Disney qui sont remasterisés et qui sont refaits, vous voyez que ce sont des grands flops, alors que c'était censé être des grandes réussites. On a vu comment Disney a essayé de relancer des classiques avec, en effet, cette influence wokiste. Et ensuite, après, si vous ajoutez les problèmes qui ont été cités, les problèmes dans les cinémas, et qu'en plus ça coûte cher, je vois pas pourquoi l'intérêt de venir recevoir une leçon de morale tout en payant beaucoup. Laurent Saillard, on faisant le nom du deuxième dessin animé qu'elle a vu récemment. Non, c'est pas ça, je ris parce que je suis plutôt d'accord avec vous. En fait, maintenant, tout fait scandale, quoi. Si on boit de l'alcool dans le film, ça va pas, faut pas fumer dans le film. Si on montre ce qui s'est passé à Cannes cette année. Il y a eu 2 campagnes. La première, c'était un règlement pour dire que la nudité était interdite, c'est-à-dire que les robes devaient être d'une certaine longueur, d'une certaine manière sur le tapis rouge. Et ensuite, il y a, je ne sais plus le nom de l'association, contre le tabac, parce qu'on estimait que l'industrie de Cannes fabriquait le tabagisme en France parce qu'il y avait trop de cigarettes dans les films. Donc c'est sûr que si on commence à bannir du cinéma tout ce qu'on supporte pas dans la vraie vie, John Wick a du souci à se faire. Voilà, chaque histoire, alors soit on vous explique que c'est raciste, après on vous explique que c'est misogyne, après on vous explique... Mais en fait, c'est toujours pareil, quoi. Qu'on laisse tranquille les Français, ils regardent encore. Bien sûr qu'il y a des limites et que les films soient ciblés par rapport aux âges, c'est une chose. Mais si c'est effectivement pour aller au cinéma, pour recevoir des leçons de morale avec des choses aseptisées, où on voudrait absolument nous faire passer des messages, soi-disant de tolérance, mais toujours visés vers les mêmes personnes. Enfin, vous voyez, c'est ça. Il faut redonner un petit peu de liberté. Il y a quand même des bons films. Il y a des promos qui sont moins bien faites que d'autres. Donc parfois, il y a des bons films qui passent peut-être un petit peu plus inaperçus. Mais c'est bien de continuer quand même à promouvoir le fait d'aller dans une salle de cinéma. C'est un événement. Et puis rappelez-vous peut-être vos premiers flirts. Cher Maxime. Alors non, alors mes premiers déjà c'est un peu ému parce que c'était hier. C'était sous François Mitterrand. En sortant de la salle, je vois Georges Pompidou au volant de sa DS, c'est ça. Avec la clope au bec, bien sûr. Et je me suis dit c'était émouvant ce pari d'antan. Non mais le cinéma c'est aussi l'endroit où parfois, là je suis un peu plus légère dans le propos, mais l'endroit où effectivement les jeunes hommes invitent les jeunes filles. Je suis un peu à l'ancienne, hein. C'est le jeune homme qui invite la jeune fille et qui paye sa place, bien sûr, hein, parce qu'on a l'ancienne. Je crois que ça se fait encore. Je crois que ça se fait encore. Été boire un verre. Voilà. Arnaud Stéphane sur le sujet. Oui, je vous interroge pas sur les flirts au cinéma. Non, mais je vous dis, c'est sur François Mitterrand le truc, donc ça date quand même. C'était pas tout à fait hier. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il faut bien comprendre que l'industrie du loisir, parce que c'est devenu une industrie, c'est considérablement élargie, et qu'aujourd'hui chaque activité rentre en concurrence avec une autre. Vous avez un budget qui reste le même budget. C'est comme la presse. Vous avez un panier de presse qui est à peu près 18 € par mois pour les Français. Donc on achète un magazine. Donc on n'achète pas le même magazine forcément toutes les semaines ou tous les mois parce qu'on fait un choix. On se détermine par rapport à la couverture, au sujet qui est traité. Ou alors vous avez un vrai attachement à une marque et vous achetez toujours le même magazine. Mais le budget global est à peu près de 18 €. Sur les loisirs, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que vous devez faire le choix si vous allez voir un match de rugby ou un match de foot. Le foot, c'est très cher aujourd'hui. Alors ils essayent de faire des campagnes, notamment le Paris Football Club là qui lance des abonnements et des tickets moins chers, mais on verra ce que ça donnera dans les années qui viennent. Vous faites le choix sur le rugby, vous faites ou le football ou le sport en général. Tous les sports sont bien, donc il n'y a pas de problème. Le choix
des abonnements que vous avez sur les plateformes, parce que vous voulez voir tel feuilleton, vous prenez une ou deux plateformes aujourd'hui, vous avez plusieurs plateformes, et puis après vous faites le choix de savoir si vous allez au cinéma, si vous allez au restaurant, si vous allez faire... Voilà, l'industrie du loisir se concurrence elle-même, et elle se phagocyte quelque part, parce que vous êtes obligé de faire des choix, comme on disait tout à l'heure, des choix parce que ce sont des choix financiers, et vous ne pouvez pas avoir une enveloppe loisir qui est infinie. Donc vous avez une enveloppe loisir qui doit être de 50 ou 60 euros. Je sais plus quel est le spécialiste, c'est lui des chiffres normalement. Voilà, qui est une enveloppe que vous ne pouvez pas faire augmenter à volonté. Puisque ma chère Laurence, vous m'interrogez sur les flirts au cinéma, je me rappelle de ces lignes de Camus, je crois que c'est dans l'été, qui parle des cinémas à Alger, et il explique très bien ça. À Alger, dit-il, on vend quelquefois des pastilles à la menthe qui portent gravé en rouge tout ce qui est nécessaire à la naissance de l'amour. Des questions: quand m'épouserez-vous, m'aimez-vous, et des réponses à la folie au printemps. Et en réalité, après avoir préparé le terrain, ce dont on se rend compte, c'est que des vies entières s'engagent sur un échange de bonbons à la menthe. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Ça a dû changer les cinémas. Je crains que c'est ça, on se passe pas en tout cas les textes de Boilem sans salle, ça c'est sûr et certain. Dans un instant, pour conclure ces grands débats de l'été, les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Et puis vous connaissez la suite où on reste ensemble jusqu'à 13h. Vous êtes bien sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. On est encore en train de parler de films, de cinéma, que vous voulez, ça continue à vivre. Et là, je peux vous dire que j'ai donné quelques conseils à Arnaud Stéphane. Il est là, il a réajusté sa veste en disant j'étais pas au courant, j'allais tester ça très rapidement. Bravo, monsieur. Vous voulez savoir? Je vous le dire. Arnaud, tragique. Quand ça part sur des imitations, c'est jamais bon signe pour la suite. Mais qu'est-ce qu'on arrive? Mais qu'est-ce qu'on arrive? Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence de la note de com. Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDU de Mency et vice-président de la région Île-de-France. William T, politologue, président et fondateur du think tank Le Millénaire. Laurence Saillet, chroniqueuse politique, ancienne députée européenne LR. Et je vous laisse la parole, Laurence Saillet, pour ce moment coup de cœur, coup de gueule. Vous, c'est un cri du cœur cette fois-ci, et je vous laisse le développer. Oui, effectivement, ce n'est pas un coup de gueule, mais un véritable cri du cœur, et je dirais même un cri d'indignation aujourd'hui. Hier, le djihad islamique a publié la vidéo de Rom Baslavski, excusez-moi pour la prononciation, qui a 21 ans, qui est détenu depuis le 7 octobre, 665 jours. Rom est méconnaissable, son insoutenable maigreur nous terrifie. Il implore, sous la contrainte certainement, le gouvernement israélien d'agir pour sa libération. Alors je pense à sa famille et je veux leur dire que même si le sort de Rom est passé médiatiquement sous silence actuellement, même si de nombreux dirigeants semblent indifférents, nous ne le sommes pas indifférents. Et pendant ce temps, que fait la France? Elle se glorifie d'annoncer la reconnaissance de l'État palestinien et d'entraîner d'autres avec elle, alors que, en l'état du conflit, ceci n'arrangera rien et nous risquons même le contraire. Et pendant ce temps, que fait la France? Elle accueille une idolatrice d'Hitler, une bourse, une école renommée soi-disant, et un logement. Alors oui, ils ont reculé, mais que se serait-il passé sans l'alerte donnée par le compte X Sword of Salomon, qui lui apparemment est un spécialiste du criblage, car il a su lire les publications de cette personne. Et combien d'autres encore sont sur notre territoire, ont été accueillis de la sorte et présentent le même danger. Et pendant ce temps, que font certains députés LFI, comme Catala, qui a pris maintenant la lumière grâce à son indignité? Ils s'inventent une captivité qu'ils n'ont pas vécue, une indignité véritablement écœurante. Alors je dirais que à tous nos compatriotes juifs, à la famille de Rome, aux familles de tous les otages, je leur dis, nous sommes avec vous et nous sommes très, très nombreux. Nous ne sommes peut-être pas les plus visibles, nous ne sommes peut-être pas les plus relayés, mais sachez que nous sommes nombreux aujourd'hui à être indignés. Merci beaucoup Laurence Saillet pour ce coup de gueule plus que salutaire et malheureusement dans une certaine lignée. Je me tourne vers vous aussi William T, parce que Laurence Saillet l'a évoqué, c'est le cas de cette jeune étudiante gazaoui arrivée en France et qui est passée littéralement sous tous les radars. Oui, tout à fait. En fait, on a un problème en France, c'est que on a déjà des problèmes avec l'antisémitisme, notamment qui sont les actes antisémites qui ont explosé depuis le 7 octobre 2023, et la France n'a rien de mieux à faire que d'importer davantage d'antisémites, d'admirateurs du Hamas ou d'admirateurs d'Hitler. C'est le cas que vous avez cité de certaine Noura Stala, qui a non seulement bénéficié d'un accueil favorable en France, mais bénéficié en plus d'une bourse
d'un avion aller-retour pour chez elle et d'un certain nombre de conditions favorables. Et donc se pose une question. La première, c'est est-ce que la France vérifie ou non ou pas les gens à qui il file des telles conditions d'accueil. Est-ce qu'on vérifie également si les gens n'ont pas un passé ou s'ils n'ont pas certaines proximités idéologiques. Et l'autre question qui se pose aussi, c'est est-ce que dans des cas similaires et dans l'ouverture qu'on a sur les réfugiés, c'est est-ce qu'on ne va pas accueillir certains anciens combattants du Hamas. Et donc la question qui se pose dans une figure autant d'irresponsabilité politique, c'est est-ce que Jean-Noël Barrot doit pas être démis de ses fonctions ou doit pas démissionner s'il avait un minimum de décence ou de responsabilité en politique. Sachant que Jean-Noël Barrot a demandé ce matin sur la radio France Info l'expulsion de cette jeune étudiante, mais en effet vous êtes parmi visiblement William T les personnes qui demandent sa démission pour avoir laissé passer une telle personnalité qui est visiblement bien passée sous les radars, parce que je rappelle quand même que son compte était public, donc visiblement il fallait peut-être penser à aller vérifier. Jean-Philippe Dugouin-Clément, un coup de gueule aussi, c'est vendredi avant de partir en tout le monde, je sens que tout le monde évacue, c'est plus d'un Français sur 5 qui jette des déchets par la fenêtre de sa voiture sur l'autoroute. Oui, 22% en l'espèce. Il y a une étude qui a été faite par la Fondation Vinci Autoroute. 28% pour les moins de 35 ans quand même. Souvent, on nous dit que les personnes les plus jeunes sont plus sensibles. Et ça représente en termes de déchets collectés 10 kilos par kilomètre par jour. 10 kilos par kilomètre par jour. Avec un coût réel qu'on paye sur notre facture d'autoroute. C'est que Vinci ou les autres concessionnaires qui ramassent, on paye la facture, comme on le paye sur les dépôts sauvages à longueur de temps dans nos communes. Un coût environnemental, un mégot, outre le risque d'incendie, c'est 500 litres d'eau qui sont contaminés, qui sont foutus en l'air, et puis un risque. Je rappelle que chaque semaine, il y a un accident de patrouilleur autoroutier. Ça c'est fait, et en effet, il suffit de faire un tour malheureusement sur les routes pour voir les tas de déchets se cumuler sur les aires d'autoroute ici et là. Le mot de la fin, c'est pour vous, mon cher Arnaud Stéphane, c'est un coup de gueule contre la SNCF. Oui, en quelques mots. La SNCF, pas contre la SNCF, mais contre l'obligation qui lui a été faite par le Conseil d'État de supprimer les notions de Madame, Monsieur dans les remplissages des documents, parce qu'il y a une décision du Conseil d'État qui suit la plainte d'une association LGBT qui elle-même avait demandé un avis à la Cour de justice de l'Union européenne, et la SNCF donc dorénavant ne peut plus vous demander si vous êtes un Madame ou un Monsieur pour prendre votre billet de train. On est dans une folie totale. On est sur quasiment ce que dénonçait Hannah Arendt quand elle dénonçait le totalitarisme, parce que le totalitarisme, c'est ce qui rentre dans votre vie quotidienne, y compris. Donc dorénavant, il faut interdire. Les impôts n'ont plus le droit non plus de vous dire Madame, Monsieur. Et ce qui est le plus drôle, c'est que la lettre qu'a demandé aux agents des impôts de ne pas le demander, marqué Mesdames, Messieurs. Et ça, c'est beau. Voilà. Et ça, c'est beau. Merci à tous, Arnaud Stéphane, Jean-Philippe Dugouin-Clément, William T, Laurent Saillet, de m'avoir accompagné pour cette dernière des grands débats de l'été sur Sud Radio. Dans un instant, bien sûr, le journal, votre météo. On sera également avec le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi ? Parce que Safran a décidé d'investir en France 450 millions d'euros pour une usine. Et malheureusement, le sujet est actuel parce que la montée de l'antisémitisme est partout. On s'intéressera au cas belge où vraiment l'antisémitisme est monnaie courante là-bas, avec un journaliste qui a fait une enquête saisissante sur ce qui se passe dans ce pays. Vous êtes bien sur Sud Radio et on se retrouve dans quelques instants.